Il est 23h30 ce soir de novembre 1997 quand Marie Duchamp compose le 17 pour la dernière fois. Sa voix tremble dans le combiné. « Il y a quelqu'un dans mon jardin, je le vois depuis ma fenêtre. » Il ne bouge pas, il me regarde. L'opératrice lui demande de rester en ligne. Marie respire fort. On entend le bruit d'une porte qui grince, puis un cri étouffé, puis plus rien. Juste le son du combiné qui tombe sur le carrelage. Le lendemain matin, son appartement est vide. Son café est encore chaud sur la table de la cuisine. Une cigarette à moitié consumée repose dans le cendrier. La porte d'entrée est grande ouverte. La pluie tambourine sur le pare-brise de la Peugeot. Le capitaine Leroux roule vers Étampes depuis 2 heures, ses essuie-glaces luttant contre les trompes d'eau qui s'abattent sur l'autoroute A10. Il est 6 heures du matin. Le jour se lève à peine sur cette région parisienne grise et froide. À ses côtés, la lieutenant Moreau consulte le dossier préliminaire. Une disparition inquiétante. Une femme seule. Aucun signe de lutte apparente. Ce qui devait être un simple signalement de disparition va devenir l'enquête la plus complexe de sa carrière. Parce que Marie Duchamp n'existe pas. Du moins, pas officiellement. Retour en arrière. 3 semaines plus tôt, fin octobre. Marie emménage dans ce petit 2 pièces de la rue des Lilas, un quartier tranquille d'Étampes où tout le monde se connaît depuis des générations. L'immeuble est vieux, construit dans les années 60, avec ses façades grises et ses volets verts délavés par le temps. Madame Lefebvre, la concierge, se souvient parfaitement de cette femme mince aux cheveux châtains coupés courts. Elle était polie mais distante. Elle m'a payé 3 mois de loyer d'avance, en liquide, dans une enveloppe Kraft. J'ai trouvé ça bizarre, mais bon, l'argent est l'argent. Les voisins la décrivent comme discrète, presque invisible. Elle sort toujours vers 19h, habillée d'un jean sombre et d'un pull noir. Elle rentre à l'aube. Jamais un mot plus haut que l'autre. Jamais de visiteurs. Jamais de courrier. Monsieur Petit, qui habite au-dessus, raconte qu'il l'entendait parfois marcher dans son appartement la nuit, comme si elle ne dormait jamais. Des pas lents, réguliers, de la cuisine au salon, du salon à la chambre. Pendant des heures, Marie travaille de nuit dans un hôpital à Corbeil-Essonnes, à 15 km de là. Aide-soignante au service des urgences. Ses collègues la connaissent à peine. Elle arrive toujours pile à l'heure, fait son travail sans se plaindre et repart dès que son service se termine. Pendant les pauses, elle reste seule dans un coin de la salle de repos, un livre à la main. Jamais elle ne participe aux conversations. Jamais elle ne parle d'elle. Elle avait quelque chose dans le regard, dira plus tard Sandrine, l'infirmière de nuit. Une sorte de vigilance constante, comme si elle s'attendait toujours à ce que quelque chose de terrible arrive. J'ai essayé plusieurs fois d'engager la conversation, de créer un lien, mais elle se refermait immédiatement. Un jour, je lui ai demandé d'où elle venait. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a répondu « De nulle part ». J'ai compris qu'il ne fallait plus poser de questions. Marie paye toujours son loyer en espèces. Ses courses aussi. Le boulanger du coin se rappelle qu'elle achetait chaque matin la même chose. Une baguette pas trop cuite et un café à emporter. Toujours des billets de 100 francs. Jamais de pièces. Pas de carte bancaire. Pas de compte en banque. Juste un nom sur une boîte aux lettres et un visage que personne ne remarque vraiment. Le genre de personne qu'on croise 1000 fois sans jamais vraiment la voir. Mais Marie a un secret. Dans son placard, sous une pile de draps jamais utilisés, les enquêteurs trouvent une boîte en métal rouillé fermée par un cadenas. Il faut 2 heures pour l'ouvrir. À l'intérieur, 6 passeports, 6 identités différentes. Toutes des femmes entre 30 et 40 ans. Sophie Martin, Céline Rousseau, Nathalie Blanc, Julie Perrin, Valérie Girard et Marie Duchamp. Toutes avec le même visage, le sien. 6 permis de conduire, 6 cartes vitales. Des papiers parfaitement contrefaits ou peu être authentiques, personne ne peut encore le dire. Et sous les passeports, une photo jaunie d'une jeune femme souriante devant la grande place de Lille. Au dos, une date, août 19
sont 93 et un prénom écrit à la main, Isabelle. L'enquête révèle que Marie Duchamp est en réalité Isabelle Mercier, 34 ans, née à Roubaix. Disparue en septembre 1993 de Lille après avoir témoigné dans une affaire de corruption impliquant des industriels locaux et plusieurs élus municipaux. L'affaire avait fait la une des journaux régionaux pendant des semaines. Isabelle travaillait alors comme comptable dans une entreprise textile. Elle avait découvert par hasard des irrégularités dans les comptes, des millions de francs détournés, des subventions publiques qui disparaissaient dans des sociétés écrans, des pots de vin versés à des fonctionnaires pour remporter des marchés publics. Elle aurait pu fermer les yeux. Elle aurait pu continuer sa vie tranquille dans son appartement du Vieux-Lille avec son chat et ses plantes vertes. Mais Isabelle avait des principes. Elle avait fait des photocopies. Elle avait contacté la police. Elle était devenue témoin clé dans une enquête qui risquait de faire tomber tout un réseau. On lui avait promis une protection. Un avocat de la République lui avait serré la main dans un bureau de la préfecture. « Vous ne risquez rien, mademoiselle Mercier. Nous allons nous occuper de vous. » On lui avait donné une nouvelle identité. Sophie Martin. Un appartement sécurisé. Un numéro de téléphone direct en cas d'urgence. Pendant 3 semaines, elle a attendu. 3 semaines enfermée dans un studio à Mont en Barreuil avec un policier qui changeait toutes les 8 heures devant sa porte. Puis le procès a eu lieu. Isabelle a témoigné pendant 6 heures. Elle a montré les preuves. Elle a nommé les noms. Elle a regardé ces hommes en costume 3 pièces qui la fixaient avec une haine froide depuis le box des accusés. Le juge l'a remercié pour son courage civique. Les journalistes l'ont photographié à la sortie du tribunal. Son visage a fait la une du journal régional. Et 48 heures plus tard, tous les accusés ont été relâchés pour vice de procédure. Puis on l'avait oublié. Le policier devant sa porte a disparu du jour au lendemain. Les appels au numéro d'urgence restaient sans réponse. L'avocat de la République était soudainement injoignable. Isabelle a compris. Elle était seule. Et ceux qu'elle avait dénoncés étaient libres. Libres et certainement très en colère. Pendant 4 ans, Isabelle a vécu dans la clandestinité, changeant de nom tous les 6 mois, ne dormant jamais 2 fois dans la même ville. Paris, Lyon, Toulouse, Nantes, Strasbourg. Elle a travaillé au noir dans des restaurants, des usines, des hôtels, toujours sous un faux nom, toujours en espèces. Elle a appris à falsifier des papiers. Elle a appris à disparaître dans la foule. Elle a appris à ne faire confiance à personne. Elle dormait avec un couteau sous l'oreiller. Elle vérifiait 3 fois que sa porte était verrouillée. Elle ne marchait jamais 2 fois dans la même rue. Elle changeait de trajet tous les jours. Elle évitait les caméras de surveillance. Elle ne parlait jamais de son passé, parce que ceux qu'elle avait dénoncés n'avaient jamais été condamnés, et parce qu'elle savait qu'ils la cherchaient. On ne trahit pas des hommes comme ça sans en payer le prix, avait dit l'un d'eux à la sortie du tribunal, assez fort pour qu'elle l'entende. Ce n'était pas une menace directe, juste une promesse murmurée dans le couloir du palais de justice. Mais Isabelle avait compris le message. Le capitaine Leroux découvre quelque chose d'encore plus troublant. L'appel de Marie cette nuit-là a été enregistré. Les opérateurs du DICEPT gardent toutes les bandes pendant 1 an. Et juste avant que la ligne ne se coupe, on entend distinctement une voix masculine, grave et posée, qui dit « Bonsoir Isabelle, ça fait longtemps ». Puis un bruit de lutte, un cri, le silence. Les techniciens de la police scientifique analysent l'enregistrement pendant des jours. Ils isolent les bruits de fond. On entend le vent dans les arbres, le son d'une voiture qui démarre au loin. Et cette voix qu'il passe au crible de tous les logiciels de reconnaissance vocale disponibles. Une voix d'homme, entre 40 et 50 ans, accent du Nord, peut être de la région lilloise. Quelqu'un qui connaissait son vrai nom, quelqu'un qu'il avait retrouvé après 4 ans. L'appartement de Marie est passé au peigne fin. Pas d'empreintes suspectes, pas de traces de lutte. Juste cette vie minimaliste et organisée. Un lit, une place, avec des draps blancs. Une armoire avec 6 tenues identiques. Jean noir, pull sombre, basket confortable. Une salle de bain impeccable. Et dans le tiroir de la table de nuit, un journal intime.
Leroux le lit pendant toute une nuit, assis à son bureau du commissariat d'Étampes, une lampe de bureau comme seule lumière. Isabelle écrivait chaque jour, des phrases courtes, factuelles. Mardi 15 octobre. Travail de 20h à 6h. Rien à signaler. Personne ne m'a regardé. Jeudi 17 octobre. J'ai cru voir quelqu'un me suivre dans la rue. Fausse alerte. La paranoïa me ronge. Samedi 26 octobre. Peut-être que je devrais arrêter de fuir. Peut-être que je devrais vivre. Mais comment vivre quand on attend la mort à chaque coin de rue? La dernière entrée date du 11 novembre, la veille de sa disparition. Je suis fatigué. 4 ans que je cours. 4 ans que je regarde par-dessus mon épaule. Parfois, je me demande s'il me cherche encore ou si je me suis inventé une menace qui n'existe plus. Peut-être qu'ils m'ont oublié. Peut-être que je pourrais redevenir Isabelle. Reprendre ma vie. Mais on ne reprend pas une vie. On en commence une nouvelle où on n'en a plus du tout. Les recherches durent 3 mois. On fouille les bois autour d'Étampes, mètre par mètre. Des équipes de pompiers et de volontaires ratissent la campagne environnante avec des chiens. On drague l'étang municipal. On inspecte les puits abandonnés. On interroge tous les habitants du quartier. Les commerçants, les passants, rien. Isabelle Mercier s'est volatilisée comme elle l'avait fait 4 ans plus tôt. Mais cette fois, personne ne sait si elle a fui ou si quelqu'un l'a fait disparaître. Leroux retourne à Lille. Il interroge les anciens collègues d'Isabelle. La plupart ont changé de travail. Certains ont déménagé. Une seule accepte de parler, sous condition d'anonymat. Après son témoignage, il y a eu des menaces, des coups de fil anonymes au bureau, une voiture qui la suivait. On lui a même envoyé un bouquet de fleurs noires à son domicile, avec une carte qui disait « À bientôt ». La police n'a rien fait. Ils ont dit que ce n'était pas suffisant pour ouvrir une enquête. Quand Isabelle a disparu, j'ai pensé qu'elle avait eu raison de partir. Mais aujourd'hui, je me demande si elle est vraiment partie ou si quelqu'un l'a aidée à partir définitivement. Il interroge aussi les hommes qu'Isabelle avait dénoncés. 4 ans ont passé. Ils ont reconstruit leur vie. L'un est devenu consultant. Un autre a ouvert un commerce. Le 3e est élu dans une ville voisine. Tous nient avec véhémence avoir quelque chose à voir avec la disparition. Cette histoire est derrière nous, capitaine. Pourquoi je voudrais m'en prendre à cette femme maintenant? Pourquoi faire? Elle a déjà détruit ma réputation. Le mal est fait. Mais Leroux n'est pas convaincu. Il sent qu'il y a quelque chose, une vérité cachée derrière les sourires polis et les mains serrées. Il demande à vérifier leurs alibis pour la nuit du 12 novembre. 2 ont des alibis en béton. Le 3e, un certain Philippe Desrosiers, ancien directeur financier, prétend être resté chez lui seul ce soir-là. Pas de témoins, pas de preuves, juste sa parole. Leroux creuse. Il découvre que Desrosiers s'est rendu plusieurs fois en région parisienne ces derniers mois. Pour le travail, prétend-il. Des rendez-vous avec des clients. Mais les dates ne correspondent pas toujours. Il y a des trous dans son agenda. Des journées entières où personne ne sait où il était. Et le 10 novembre, 2 jours avant la disparition d'Isabelle, Desrosiers a pris de l'essence dans une station-service à Dourdan, à 20 km d'Étampes. Confronté à cette information, Desrosiers pâlit. C'est une coïncidence. J'étais de passage. Je ne savais même pas qu'elle vivait dans la région. Mais son avocat l'interrompt rapidement. L'interrogatoire est terminé. Sans preuve matérielle, Leroux ne peut rien faire. Puis, en février 1998, un randonneur découvre un sac à dos enterré superficiellement dans la forêt de Fontainebleau, à 50 km d'Étampes. À l'intérieur, des vêtements de femme, une trousse de toilette, 15 000 francs en liquide dans une enveloppe et un billet de train pour Marseille daté du 12 novembre 19h30, 1 heure avant l'appel au 17. Le billet est au nom de Céline Rousseau, l'une des fausses identités d'Isabelle. C'est la lieutenante Moreau qui fait la découverte suivante. Elle analyse les horaires. Le train de 19h30 pour Marseille part de la gare de Lyon à Paris. Isabelle aurait dû quitter son appartement vers 18h pour avoir le temps de faire le trajet.
Mais elle était chez elle à 23h30 quand elle a appelé le 17. Le billet n'a jamais été utilisé. Quelqu'un l'a enterré dans cette forêt. Mais pourquoi? Deux théories s'affrontent au sein de l'équipe d'investigation. La première, Isabelle a tout orchestré. Elle a acheté ce billet de train pour faire croire à son départ. Elle a simulé l'appel au 17. Elle a enterré le sac elle-même et elle a disparu volontairement une fois de plus, abandonnant la vie de Marie Duchamp pour devenir quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle en avait assez de fuir. Peut-être qu'elle voulait recommencer ailleurs, vraiment disparaître cette fois. La seconde théorie est plus sombre. Quelqu'un a voulu faire croire qu'elle avait pris la fuite alors qu'elle gisait déjà quelque part, morte. Le sac enterré, le billet non utilisé. Tout ça serait une mise en scène pour égarer l'enquête, pour faire croire à une disparition volontaire alors qu'il s'agit d'un meurtre. La voix dans l'enregistrement prend alors tout son sens. « Bonsoir Isabelle, ça fait longtemps. » Les derniers mots qu'elle a entendus avant de mourir. Leroux penche pour la seconde hypothèse. Son instinct lui dit qu'Isabelle est morte cette nuit-là, que quelqu'un l'a retrouvée, l'a tuée, et a tout fait pour que son corps ne soit jamais retrouvé. Mais Moreau n'est pas convaincu. Regardez sa vie, capitaine. Regardez comment elle a survécu pendant 4 ans. Cette femme était intelligente, prudente, organisée. Si quelqu'un voulait la tuer, elle aurait senti le danger. Elle aurait fui avant. Non, je pense qu'elle a décidé de disparaître pour de bon. Le sac enterré, c'est elle qui l'a mis là, pour brouiller les pistes, pour que personne ne la cherche plus. Les semaines passent, l'enquête s'enlise, les pistes se refroidissent. Desrosiers ne bouge plus, ses alibis tiennent. Son corps, son témoin, sans preuve matérielle, l'affaire devient un fantôme dans les archives du commissariat. En avril, une femme appelle le commissariat d'Étampes. Elle dit avoir vu Marie Duchamp dans un supermarché de Toulouse. Elle en est certaine. Le même visage, la même démarche. Leroux prend le train pour le sud. Il passe 3 jours à quadriller la ville, à montrer des photos, à interroger. Fausse alerte. La femme aperçue ne ressemble que vaguement à Isabelle. En juin, c'est un pharmacien de Rouen qui contacte la police. Une cliente ressemblant au portrait robot d'Isabelle achète régulièrement des médicaments contre l'anxiété. Nouvelle investigation. Nouveau voyage. Nouveau échec. La cliente en question a 25 ans et s'appelle Émilie. Elle ne comprend rien à cette histoire. Leroux commence à perdre espoir. Les dossiers s'accumulent sur son bureau. D'autres affaires réclament son attention. Mais il ne peut pas lâcher celle-ci. Chaque soir, avant de rentrer chez lui, il relit les notes. Il réécoute l'enregistrement. Cette voix. « Bonsoir Isabelle. Ça fait longtemps. » Il y a quelque chose dans cette phrase. Une intimité. Comme si l'homme connaissait bien Isabelle. Pas juste un tueur à gages. Quelqu'un de son passé. Il retourne voir les anciens collègues. Il creuse dans la vie personnelle d'Isabelle avant 1993 et il découvre un détail que personne n'avait mentionné. Isabelle avait un petit ami à l'époque, un certain Thomas Beaulieu. Ils avaient rompu quelques mois avant qu'elle ne témoigne. Une séparation difficile, d'après les rares amis qu'Isabelle avait gardés. Thomas avait mal pris la rupture. Leroux retrouve Thomas Beaulieu. Il vit toujours à Lille, 40 ans. Professeur de mathématiques dans un lycée, marié, 2 enfants, une vie normale. Quand Leroux lui montre une photo d'Isabelle, Thomas détourne le regard. « Je ne veux pas parler d'elle, c'est du passé. » Mais Leroux insiste. Il lui demande où il était le 12 novembre. Thomas hésite. « Je ne sais plus, chez moi je suppose. » « Pourquoi ?» Leroux lui explique. « Isabelle a disparu, on pense qu'elle a été tuée. » Thomas devient livide. « Vous pensez que c'est moi ? Vous êtes fou. J'aimais Isabelle. Je voulais l'épouser. C'est elle qui m'a quitté. Quand elle a témoigné, j'ai essayé de la contacter pour m'assurer qu'elle allait bien. Mais elle avait changé de numéro. Disparu. J'ai pensé qu'elle ne voulait plus me voir. Alors, j'ai fait ma vie. »
Mais quelque chose dans son regard ne convainc pas Leroux. Une faille, un mensonge par omission. Il vérifie l'emploi du temps de Thomas. Le 12 novembre, Thomas était en arrêt maladie. 3 jours de congé pour une grippe, d'après le certificat médical. Mais aucun témoin pour confirmer qu'il était chez lui ce soir-là. Sa femme était en déplacement professionnel, ses enfants chez leurs grands-parents. Leroux demande l'autorisation d'écouter ses communications téléphoniques. Refusé. Pas assez de preuves pour justifier une telle intrusion. Il se heurte à la bureaucratie, aux limites légales de son enquête. Sans aveu, sans preuves matérielles, Thomas Beaulieu reste un simple suspect parmi d'autres. Le capitaine Leroux prend sa retraite en 2003 sans avoir résolu l'affaire. Le jour de son départ, il range tous ses dossiers dans des cartons, tout sauf un, celui d'Isabelle Mercier. Il le garde chez lui, dans son bureau, à côté des photos de ses petits-enfants. Parfois, les soirs d'hiver, il le rouvre. Il relit les témoignages, il réécoute l'enregistrement de cet appel au 17. Et il se demande ce qu'il aurait pu faire différemment. Aujourd'hui, le dossier est classé sans suite. Isabelle Mercier reste portée disparue. Aucun corps n'a jamais été retrouvé. Aucun suspect n'a jamais été arrêté. L'affaire est devenue une légende locale. Les habitants d'Étampes racontent l'histoire de cette femme qui vivait sous une fausse identité et qui s'est volatilisée une nuit de novembre. Certains affirment l'avoir vue à Toulouse, dans un marché aux puces, achetant des vieux livres sous le soleil du Sud. D'autres jurent qu'elle vit au Canada sous un nouveau nom, qu'elle travaille dans une bibliothèque de Montréal, qu'elle a recommencé sa vie loin de tout. Il y a même une rumeur selon laquelle elle serait partie en Amérique du Sud, qu'elle tiendrait un petit hôtel sur une plage du Brésil, qu'elle aurait enfin trouvé la paix. Mais il y a aussi ceux qui pensent qu'Isabelle Mercier est morte cette nuit-là, que son corps repose quelque part dans une forêt, sous des mètres de terre, où personne ne le trouvera jamais. Que l'homme qui a prononcé son nom dans l'obscurité de son jardin l'a emmenée loin, très loin, là où même les chiens ne peuvent plus la sentir. Philippe Desrosiers est mort en 2008 d'une crise cardiaque. Il n'a jamais avoué. Thomas Beaulieu enseigne toujours les mathématiques. Il a divorcé en 2005. Ses anciens élèves disent qu'il est un bon professeur, mais qu'il a quelque chose de triste dans le regard, comme un homme qui porte un poids invisible. La lieutenante Moreau a repris le dossier en 2010. Elle a réinterrogé les témoins encore vivants. Elle a utilisé les nouvelles technologies pour analyser l'enregistrement. Mais rien de nouveau n'est apparu. Juste le même mystère, la même question sans réponse. Où est Isabelle Mercier? L'appartement de la rue des Lilas a été reloué. Un jeune couple y vit maintenant avec un bébé. Ils ne savent rien de l'histoire. Madame Lefebvre, la concierge, a pris sa retraite. Elle vit dans une maison de retraite à Melun. Quand on lui parle de Marie Duchamp, elle secoue la tête. Cette pauvre femme, elle avait l'air si seule, si traquée. Oh, j'aurais dû être plus gentil avec elle, lui parler plus. Mais on ne peut pas revenir en arrière. Mais parfois la nuit, quand le vent souffle dans les rues d'Étampes et que les branches des arbres grattent contre les fenêtres, les habitants de la rue des Lilas racontent qu'ils entendent encore une femme appeler à l'aide. Un appel qui reste sans réponse. Une voix qui se perd dans le noir. Comme ce soir de novembre, où Marie Duchamp a composé le 17 pour la dernière fois. Comme ce moment où une vie a basculé dans le vide, sans témoin, sans trace, sans fin, et quelque part, être sur une plage lointaine, ou sous la terre froide d'une forêt, Isabelle Mercier garde son dernier secret. Le secret de sa disparition. Le secret qu'elle emportera avec elle, que personne ne connaîtra jamais. Parce que certaines histoires n'ont pas de fin, seulement des questions qui résonnent dans le silence.